Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Ah, voilà, on commence fort. C'est une phrase qui donne le vertige, non? On sent tout de suite qu'on ne va pas lire une simple histoire, on entre dans une véritable légende. C'est une porte d'entrée magistrale. Vraiment, en une seule phrase, tout le roman est déjà là. Un destin scellé, une mémoire qui défie le temps, et puis cette rencontre entre le merveilleux et le tragique. C'est ça. Garcia Marquez ne nous invite pas juste à lire une histoire, il nous plonge dans un souvenir qui contient à la fois le début et la fin. C'est le moteur de tout le récit. Et c'est justement ce moteur qu'on va explorer aujourd'hui en se plongeant dans 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. On a avec nous des extraits du roman et, bien sûr, des analyses pour nous éclairer. Une œuvre immense. Immense. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment ce genre de plongée dans les grandes œuvres, le meilleur moyen de ne rien rater, c'est de suivre la chaîne Voix Livre. Mais je vous le dis, restez bien avec nous parce que ce qu'on va découvrir aujourd'hui est assez fascinant. Il faut le dire tout de suite, pour bien comprendre ce livre, qui a l'air de raconter une saga familiale, n'est pas vraiment ça. C'est en réalité la Bible d'un monde perdu, un livre qui raconte à la fois la Genèse et l'apocalypse d'un continent entier. C'est exactement ça. En fait, Garcia Marquez a imaginé une histoire totale, un univers complet. Et la clé de tout, c'est que l'œuvre entière nous est présentée comme le déchiffrement d'une prophétie. Ah oui, c'est vrai. Tout ce qui arrive à cette famille, sur un siècle, a déjà été écrit par un gitan, un personnage énigmatique, Melquiadès. L'histoire est donc un destin en marche, quoi. Une fatalité qu'on voit se dérouler sous nos yeux. Alors, commençons par le commencement, par la Genèse. L'histoire se déroule à Macondo, un village fondé par le patriarche José Arcadio Buendia. Et la description de ce lieu c'est incroyable, hein. On a l'impression d'assister à la création du monde. Oui, c'est très biblique. Le livre dit que c'est un village au bord d'une rivière aux pierres énormes, comme des œufs préhistoriques. Le monde y est si récent que, je cite, « beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt ». C'est une utopie, au départ. Une utopie née d'une fuite, ce qui est déjà un paradoxe fascinant. José Arcadio Buendia, c'est une sorte de patriarche, un Moïse ou un Adam, qui guide son peuple. Mais il est aussi un Caïn. Parce qu'il a tué un homme. Exactement. Prudencio Meguilar, et il est hanté par son fantôme. Donc la fondation de Macondo, c'est une tentative de créer un monde neuf, parfait, pour échapper à la mort, à la culpabilité. D'ailleurs, au début, personne ne meurt à Macondo. Et dans ce monde complètement clos, le premier contact avec l'extérieur, c'est un événement. C'est l'arrivée des gitans avec Melquiadès qui apporte des inventions fabuleuses. La scène de la découverte de la glace, franchement, c'est l'une des plus belles que j'ai jamais lues. José Arcadio Buendia, ce colosse à l'imagination folle, est subjugué. Il paie pour toucher ce qu'il appelle un diamant énorme. Et son fils? Et son fils, le jeune Aureliano, il pose la main dessus et il a cette réaction extraordinaire. C'est bouillant. C'est formidable. Cette scène, en fait, elle définit ce qu'on m'appellera plus tard le réalisme magique. Pour les habitants de Macondo, la glace, ce n'est pas un phénomène physique. C'est un prodige, une énigme. C'est de la magie. Presque. Mais c'est présenté non pas comme de la sorcellerie, mais comme une science obscure, la 8e merveille des savants alchimistes de Macédoine. La frontière entre la magie et la technologie, elle n'existe pas. L'émerveillement, c'est la seule façon de comprendre le monde. Et au cœur de ces prodiges, il y a cette famille, les Buendia. Eux-mêmes sont des forces de la nature. On a le patriarche José Arcadio, cet homme à l'imagination audacieuse, obsédé par la connaissance jusqu'à en perdre la raison. Et à ses côtés, sa femme Ursula. Ursula, qui est tout son contraire, pragmatique, terrienne, c'est le véritable pilier qui va maintenir cette maison debout pendant plus d'un siècle. Un pilier qui observe, avec une lucidité assez tragique, la malédiction qui frappe sa lignée. Car c'est ça, le deuxième grand thème du livre, la répétition. Oui. Et les prénoms se transmettent de génération en génération, et avec eux les caractères, les destins. Le livre nous le dit, les Aurelianos sont des êtres solitaires, lucides mais un peu froids, alors que les José Arcadio sont des colosses impulsifs, hédonistes, mais toujours marqués par un destin tragique.
c'est un engrenage. C'est une prison même. On a l'impression que personne ne peut échapper à son prénom. Il y a ce passage fou avec les jumeaux, Aureliano Secondo et José Arcadio Secondo. Ah oui, excellent exemple. Enfants, ils échangent leurs identités pour jouer et Ursula, la matriarche, n'est plus jamais certaine de qui est qui. Elle se demande s'ils ne sont pas restés intervertis pour toujours. Comme si une simple farce d'enfant pouvait dérégler la machine du destin. C'est une illustration parfaite de la solitude fondamentale qui les frappe tous. Même quand ils échangent leur nom, ils n'échangent pas leur destin profond. Cette solitude, ce n'est pas simplement être seul, c'est une incapacité à communiquer, à aimer vraiment. À briser la glace en quelque sorte. C'est ça. C'est une très bonne image. Ils vivent tous ensemble dans cette immense maison, mais ils sont chacun enfermés dans leur propre monde. C'est la grande tragédie des Buendia. Et cette tragédie est racontée dans un style qui la rend encore plus puissante. Ce réalisme magique, ce ne sont pas juste quelques scènes fantastiques, c'est la texture même du récit. La scène du Père Nicanor, par exemple. Qu'il évite. Voilà. Pour récolter des fonds, il veut prouver l'existence de Dieu. Donc il boit une tasse de chocolat et il s'élève de 12 cm au-dessus du sol. Et c'est présenté comme un argument théologique irréfutable. C'est toute la méthode de Garcia Marquez. Il décrit l'impossible avec le ton d'un journaliste qui relate un fait divers. Il n'y a aucune emphase, aucune tentative de nous convaincre. La lévitation est racontée de la même manière que la recette du chocolat. Du coup, le surnaturel devient une réalité. Une réalité objective. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une autre perception du réel, un monde où tout est possible. Il y a un autre exemple, peut-être plus angoissant, l'épidémie d'insomnie. Tout le village arrête de dormir et la conséquence, c'est une perte progressive de la mémoire. C'est terrifiant ça. Les gens oublient le nom des choses, ils doivent tout étiqueter. Table, chaise, horloge. Et puis, ils oublient à quoi servent les objets. C'est l'image d'une société qui perd son histoire, son identité. Absolument. Et le réalisme magique permet de donner une forme concrète à ces angoisses. Comment représenter l'amnésie d'un peuple? En inventant une peste qui efface les souvenirs. Comment représenter le deuil? En faisant tomber une pluie de fleurs jaunes à la mort du patriarche. Ou l'idée d'une beauté, presque humaine. Remedios Label. Remedios Label qui monte au ciel enveloppé dans des draps blancs. Ces images donnent une dimension mythique à l'histoire. Et cette dimension mythique, on a l'impression qu'elle dépasse la famille, que Garcia Marquez utilise leur histoire pour raconter quelque chose de beaucoup plus grand. Le livre est très ancré dans l'histoire de la Colombie, c'est ça, hein? Complètement. C'est le 4e pilier de l'œuvre. Macondo, c'est un microcosme de l'Amérique latine. L'utopie originelle, ce village sans État, prend fin avec l'arrivée d'un corrégidor, un représentant du gouvernement. Et là, c'est le début de la politique, de la division. Et des guerres. Et des guerres civiles. Le colonel Aureliano Buendia, qui lance 32 insurrections armées, toutes perdues, est une figure emblématique de ces chefs de guerre qui ont ensanglanté le continent. D'ailleurs, il finit par avouer qu'il ne sait même plus pourquoi il se bat. Il continue par pur orgueil. C'est une critique très dure de l'absurdité de la violence. C'est une désillusion totale. Mais la critique la plus virulente, elle arrive plus tard, avec l'invasion économique, quand la compagnie bananière américaine s'installe à Macondo. Au début, c'est la modernité, la prospérité. Oui, le train, le cinéma. Mais cette modernité a un prix. Très vite, la compagnie devient une force d'exploitation, qui contrôle tout. Jusqu'à l'événement le plus sombre du roman, je pense. La grève des ouvriers et le massacre. José Arcadio Secondo y assiste. Il est embarqué inconscient dans un train avec les corps de plus de 3000 travailleurs assassinés. Et jeté à la mer. C'est une scène d'une violence inouïe. Et le plus terrible, ce n'est même pas le massacre lui-même, c'est ce qui se passe après. C'est la négation, l'effacement de l'événement, de l'histoire officielle. Quand José Arcadio Secondo revient et raconte l'horreur, personne ne le croit. On lui dit qu'il a rêvé. On lui dit qu'il n'y a jamais eu de grève, jamais eu de mort. C'est une critique incroyablement puissante de la manipulation de la mémoire collective. Il devient le seul gardien d'une vérité que tout le monde refuse. Et cette solitude-là, elle est peut-être la pire de toutes. De cet effacement de l'histoire, on passe à l'effacement de Macondo lui-même. C'est le début de la fin. Après le départ de la compagnie, il se met à pleuvoir. Sans arrêt. Le livre dit, point, pendant 4 ans, 11 mois et 2 jours. Un déluge biblique qui noie le village, qui le fait pourrir. C'est le début de l'apocalypse.
Le temps, qui était cyclique, devient stagnant. La pluie, en fait, elle dissout le monde, elle ramène Macondo à son état marécageux originel. C'est une punition et en même temps un retour au chaos. La maison des Buendia est envahie par l'humidité et les fourmis rouges. La dernière génération vit recluse, oubliée du monde, dans une solitude absolue. Et c'est là, dans cette atmosphère de fin du monde, que le dernier acte se joue. Le dernier descendant des Buendia, Aureliano, naît d'une relation incestueuse. Et comme la prophétie le redoutait, il naît avec une queue de cochon. L'accomplissement de la malédiction. Et alors que le monde s'écroule, il se retrouve seul dans la maison et il réussit ce que personne n'avait fait avant lui. Il déchiffre enfin les parchemins de Melquiadès. Et c'est là que le roman atteint un niveau de génie, vertigineux. Aureliano découvre que les parchemins ne prédisent pas l'avenir. Il raconte le passé de sa famille, mais avec 100 ans d'avance. Il est en train de lire sa propre histoire, en temps réel. C'est fou. La phrase qu'il déchiffre décrit le moment même où il la lit. Et l'épigraphe finale est sans appel. Le premier de la lignée est lié à un arbre, et les fourmis sont en train de se repaîtrer du dernier. Il comprend qu'à l'instant où il terminera sa lecture, son existence prendra fin, et Macondo sera balayé par le vent, effacé de la mémoire des hommes. La fin de la lecture, c'est la fin du monde. Exactement. Le livre se dévore lui-même, la boucle est bouclée. La prophétie, en étant comprise, s'accomplit et s'annule en même temps. C'est une fin qui laisse le lecteur stupéfait. Donc, si on synthétise, on est vraiment face à un roman-monde. C'est à la fois le récit d'une famille condamnée par son incapacité à aimer, l'allégorie de la naissance et de la mort d'un continent, et une réflexion incroyable sur le temps, la mémoire. Et la solitude. C'est tout ça à la fois. Le livre lui-même devient l'unique preuve que Macondo a existé. La fiction est le dernier refus de la mémoire contre l'oubli. En lisant ce livre, on participe au déchiffrement de leur destin. C'est une expérience de lecture totale. Absolument, et ça nous laisse avec une pensée finale assez troublante, je trouve. L'histoire des Buendia prend fin au moment exact où elle est enfin comprise dans sa totalité par l'un de leurs. Ce qui soulève une question, finalement. Est-ce que la connaissance absolue de notre propre histoire, de notre destin, est une forme de libération ? Ou est-ce que c'est l'apocalypse elle-même, la fin de toute possibilité, l'instant où il n'y a plus rien à vivre, seulement à comprendre,